Le navire. Au lit, nous fîmes nos plans pour le lendemain. Mais à ma surprise et à mon grand ennui, Kikeg me fit alors comprendre qu'il avait consulté Yojo, son petit dieu noir, et que Yojo lui avait dit à 2 ou 3 reprises, et en insistant fortement, qu'au lieu de partir ensemble au port pour voir la flottille des baleiniers et prendre de l'embauche, il fallait que j'y aille seul. Ce choix devait me regarder entièrement. À cette condition, Yojo nous protégerait. Il avait déjà choisi un bateau sur lequel, moi, Ismaël, je tomberais infailliblement, comme s'il était le seul bateau du monde tout entier. Sur ce bateau, je devrais m'engager immédiatement, sans me soucier de Kikeg pour le moment. J'ai oublié de dire que Kikeg avait la plus grande confiance dans l'excellence du jugement de Yojo et dans son étonnante divination des choses. Il tenait Yojo en grande estime, comme une sorte de dieu dont tous les desseins ne réussissaient peut-être pas, mais dont les intentions étaient somme toute pleines de bienveillance. Or, ce plan de Kikeg, ou plutôt de Yojo, touchant le choix de notre bateau, ne me plaisait guère. J'avais beaucoup compté sur la sagacité de Kikeg pour découvrir le baleinier le plus propre à nous transporter sûrement, nous et nos fortunes. Mais comme toutes mes remontrances n'eurent aucun effet sur Kikeg, je fus bien obligé de céder. En conséquence, je me préparais à m'occuper de cette affaire avec une énergie et une vigueur qui devaient rapidement résoudre cette question peu compliquée. Le lendemain matin, je laissai Kikeg et son Yojo enfermés dans notre petite chambre. Il semblait que ce jour-là fut pour Kikeg et Yojo un jour de jeûne, d'abstinence et de prière, une sorte de ramadan ou de carême. De quoi ils retournaient au juste, je ne l'ai jamais su, car malgré toute mon application, je ne pus me rendre maître des liturgies ni des 39 articles de foi de Kikeg. Donc, disais-je, laissant mon copain à son jeûne et à sa pipe tomahawk, et son Yojo se réchauffant au feu de ses copeaux de sacrifice, je fis une virée du côté du port. Après bien des pas et des interrogations au hasard, j'appris que 3 vaisseaux appareillaient pour des voyages de 3 ans. C'étaient la Diablesse, la Friandise et le Pécode. De Diablesse, j'ignore l'origine. Pour Friandise, ça se comprend tout seul. Quant au Pécode, vous vous souvenez sans doute que c'est le nom d'une tribu indienne du Massachusetts, maintenant aussi éteinte que les anciens Mèdes. Je regardais et furetais autour de la Diablesse, sautais de là à la Friandise, enfin, montant à bord du Pécode, je fus convaincu que c'était là le bateau qu'il nous fallait. Vous avez pu voir bien des bâtiments bizarres au cours de votre existence, des lougres aux orteils carrés, de montagnes jonques japonaises, des galiotes semblables à des caisses à beurre, etc. Mais, croyez-moi, vous n'avez jamais vu un vieux bateau aussi étrange que le curieux vieux Pécode. C'était un bâtiment de l'ancienne école, plutôt petit que grand, avec cet air de griffon des navires démodés de jadis. Longuement culotté et lustré par les typhons et les calmes plats des 4 océans, le teint de sa vieille coque était bronzé comme celui d'un grenadier français, ayant combattu en Égypte, puis en Sibérie. Sa proue paraissait barbue. Ses mâts coupés sur quelques côtes japonaises, à un moment où ces mâts primitifs, au cours d'une tempête, avaient été emportés, ces mâts, dis-je, se dressaient aussi raides que les colonnes vertébrales des 3 vieux rois de Cologne. Ces ponts étaient usés, comme est usée, à force de vénération, la dalle de la cathédrale de Canterbury, sur laquelle Becket fut saigné. Mais, en plus de tous ces traits antiques, vous pouviez ajouter les traces des entreprises fantastiques qu'il avait menées pendant plus d'1 siècle. Le vieux capitaine Peleg, qui avait été second longtemps avant de commander un autre bateau, et qui, retraité maintenant, était un des propriétaires du Pécode, lorsqu'il y était encore, avait renforcé sa singularité originelle en y incrustant partout des dessins grotesques comparables peut-être à ceux du bouclier sculpté de Tork-il-Ex. Il était paré comme un empereur éthiopien, au cou alourdi de pendentifs d'ivoire poli. C'était une sorte de trophée ambulant, c'était quelque chose comme un vaisseau cannibale attifé des dépouilles et des os de ses ennemis.
Ces pavoirs, sans panneaux, paraissaient d'interminables mâchoires, garnis qu'ils étaient avec les longs fanons aigus du cachalot. Insérés là pour nouer ses tendons et ses nerfs de chanvre, lesquels ne s'enroulaient pas sur de misérables blocs de bois terriens, mais glissaient sur des bites en ivoire de mer. Pour son vénérable gouvernail, il avait méprisé la roue à tourniquet. Il était fait d'une barre, d'un seul tenant, et cette barre avait été taillée dans l'étroite mâchoire inférieure de son ennemi héréditaire. Le timonier qui le manœuvrait, dans une tempête, se sentait comme le Tartare quand il retient son cheval fougueux en lui serrant le mort. Un noble vaisseau. Mais, je ne sais pourquoi, mélancolique. N'en est-il pas ainsi de toutes les nobles choses ? Quand je cherchais sur le gaillard d'arrière quelqu'un ayant de l'autorité, afin de me poser comme candidat au voyage, je ne vis d'abord personne. Mais il m'était impossible de ne pas voir une sorte de drôle de tente ou wigwam planté un peu en arrière du grand mât. Cela paraissait une de ces constructions provisoires dont on se sert dans les ports. C'était quelque chose de conique, d'environ 10 pieds de haut, et ça consistait en un assemblage épais de fanons de baleine liés par le haut, les bouts larges pendant sur le pont comme des épis sur la tête de quelques sachem du Potawatomi. Une ouverture triangulaire donnait face à la proue, de sorte que celui qui se trouvait dedans avait une vue complète sur tout l'avant. Dans cette étrange hutte, je trouvai enfin mi-caché quelqu'un qui semblait avoir de l'autorité et qui, c'était alors midi, profitant de ce que le travail était suspendu, semblait avoir déposé avec joie le fardeau du commandement. Ce quelqu'un était assis sur une chaise de chêne à l'ancienne mode, cabossé partout de curieuses sculptures et dont le siège consistait en un solide entrelacement de ces mêmes fanons élastiques avec lesquels était fait le wigwam. Il n'y avait rien de spécial sans doute dans l'aspect du vieil homme que je vis. Il était bruni et musclé, comme le sont la plupart des vieux marins, et il était chaudement serré dans du drap bleu de pilote coupé à la mode quaker. Mais autour de ses yeux, il y avait un réseau de rides presque microscopiques, occasionnées sans doute par d'incessantes navigations, avec de dures tempêtes qui obligent à cligner les yeux. Ce genre de rides fait beaucoup d'effet quand on veut avoir l'air renfrogné. « Est-ce le capitaine du Pécode ?» demandai-je, m'avançant vers l'ouverture de la tente. « Et quand ce serait lui, qu'est-ce que tu lui veux ?» répliqua-t-il. « Je voudrais embarquer. »« Ah oui, oui, tu voudrais embarquer. Tu n'es pas de Nantucket à ce que je vois. T'es-tu déjà trouvé dans une embarcation éventrée par une baleine ? » ?»« Non, sœur, jamais. »« Tu n'y connais rien en baleine, j'ose dire, hein ? » ?»« Rien, sœur, mais je suis sûr d'apprendre vite. J'ai fait plusieurs voyages dans la marine marchande, et je crois que, au diable la marine marchande, ne me parle pas de cette cochonnerie, à moi surtout. Je suppose que tu n'es pas mal fier d'avoir servi sur un bateau marchand, hein ? Tu vois ce pied ? Il ira rejoindre ton derrière si jamais tu me parles encore de ça. Mais sacré tonnerre, dis-moi, mon bonhomme, comment se fait-il que tu veuilles pêcher la baleine, hein ? Ça m'a l'air un rien louche, ne trouves-tu pas, hein ? Tu n'as jamais été pirate, des fois ? Tu n'aurais pas à barboter ton dernier capitaine, hein ? Tu ne songerais pas à assassiner les officiers une fois en mer, par hasard ? Je protestais de mon innocence à toutes ces suppositions. Je devinais que sous le masque de son ironie, le vieux loup de mer, comme un quaker de Nantucket, était plein de préjugés de l'insulaire pour les continentaux, et très en défiance de tous les étrangers qui ne venaient pas du Cap Cod ou de Vignard. Mais qu'est-ce qui te pousse à vouloir chasser la baleine ? Je tiens à le savoir avant de t'engager à bord. Eh bien, sœur, je veux savoir ce que c'est, tout bonnement, et je veux voir le monde. Tu veux savoir ce que c'est que la chasse à la baleine ? As-tu donné un coup d'œil au capitaine Ahab ? Qui est le capitaine Ahab, sœur ? Oui, c'est bien ce que je pensais. Capitaine Ahab est le capitaine d'ici. Alors je me suis trompé, je croyais avoir affaire à lui-même. Tu parles au capitaine Peleg. Voilà à qui tu parles, jeune homme. C'est moi, le capitaine Bildad, qui sommes chargés de parer le Pécode pour le voyage et qui lui fournissons le nécessaire, équipage compris. Nous sommes à la fois propriétaires et agents. Mais c'est autre chose que je voulais dire.
Si tu as vraiment envie de savoir ce que c'est que la chasse à la baleine, avant de t'engager définitivement, sans plus pouvoir te retracter, jette un coup d'œil sur le capitaine Achab, jeune homme, et tu verras qu'il n'a plus qu'une jambe. Que voulez-vous dire par là, sœur? Est-ce que l'autre, il l'a perdu par la faute d'une baleine? Tu l'as dit, jeune homme. Viens un peu ici. Oui, il a été dévoré, mâché, pilé par la plus monstrueuse des baleines qui ait jamais amoché un bateau. Ha ha! Je fus un peu alarmé par sa violence, peut-être aussi un peu touché par la sincère tristesse de son exclamation finale, et le plus calmement qu'il me fut possible, je répondis. « Ce que vous dites est sans doute vrai, sœur, mais je ne pouvais pas prévoir la férocité de cette baleine particulière. À la vérité, j'en aurais déduit le fait d'un accident, simplement. Écoute maintenant, jeune homme, tu as, on peut dire, les poumons mous. Tu ne parles pas un peu le biche-lamar. Es-tu déjà allé en mer? En es-tu bien sûr? Sœur, répliquai-je, je croyais vous avoir dit que j'ai fait 4 voyages dans la marchande. La ferme avec ça. Rappelle-toi ce que je t'ai dit au sujet de la marine marchande. Ne me pousse pas à bout. Je ne permets pas, tu sais. Comprenons-nous. Je viens de te donner une idée de ce qu'était la chasse à la baleine. Es-tu toujours décidé? Oui, sœur. Très bien. Maintenant, es-tu homme à lancer le harpon dans la gueule d'une baleine vivante et d'y sauter après? Vite, réponds. J'y suis prêt, sœur. S'il est positivement indispensable que je le fasse, je veux dire s'il est impossible de s'en débarrasser, ce qui peut ne pas être le cas. Bien encore. Or, tu ne veux pas seulement aller à la pêche à la baleine, mais tu veux y aller pour voir du pays. C'est ce que je pensais, moi aussi, jadis. Bon. Alors, marche droit devant et regarde du bord au vent. Après, tu reviendras me dire ce que tu auras vu. Un peu perplexe, j'hésitais un instant à exécuter cet ordre curieux, ne sachant pas s'il fallait ou non la prendre à la blague. Mais les rides plissées des pas de doigts du capitaine Peleg me poussèrent à obéir. J'allais à la proue et regardais du bord au vent. Je m'aperçus que le bateau chassait sur l'ancre avec la marée, et qu'il pointait maintenant en oblique vers le large. L'horizon était sans limite, mais absolument monotone et hostile. On ne pouvait vraiment rien y voir de particulier. « Alors, que dit le rapport ?» me demanda Peleg quand je revins vers lui. « Qu'as-tu vu ?»« Pas grand-chose, répondis-je. Rien que de l'eau partout, sur une considérable étendue d'horizon, et il y a, je crois, un grain qui se prépare. Très bien. Et alors, qu'est-ce que tu penses maintenant de voir du pays ? As-tu envie de doubler le Cap Horn pour ne voir autre chose que ça, hein? Ne peux-tu voir le monde d'où tu es ? J'étais un peu ahuri, mais je voulais aller à la chasse à la baleine, et j'irai. Pour cela, le Pécode valait n'importe quel autre bateau. Il valait plus, même, pensai-je. Tout ceci, je le dis à Peleg. Me voyant ainsi déterminé, il m'accepta en fin de compte. « Bon, aussi bien tu peux signer ton engagement tout de suite, ajouta-t-il. Viens par ici. » Ce disant, il me fit descendre à la cabine. Là, je trouvais, assis sur une membrure, ce qui me sembla la moins banale des figures ou la plus étonnante. Cela se trouva être le capitaine Bildad, celui qui, avec le capitaine Peleg, était un des plus importants commanditaires du bateau. Les autres parts, comme c'est parfois le cas dans les ports, étaient partagées entre une foule de vieux rentiers, de veufs, d'orphelins, de pupilles de marine, chacun possédant à peu près la valeur d'une bite, d'un pied de plancher ou de 2 clous dans le bateau. À Nantucket, les gens placent leur argent sur les baleiniers, de la même manière que vous placez le vôtre dans des actions d'État, ayant fait leurs preuves et rapportant gros. Or, tout comme Peleg et beaucoup d'autres Nantuckais, Bildad était quaker. L'île ayant été colonisée à l'origine par cette secte, encore à présent, la plupart de ses habitants gardent dans une mesure peu commune les particularités du quaker, modifiées parfois de façon variée et anormale par des choses extérieures et hétérogènes. Car quelques-uns de ces mêmes quakers sont les plus sanguinaires de tous les marins et chasseurs de baleines. Ce sont des quakers guerriers. Parmi eux, il y a parfois des hommes qui portent des noms de l'Écriture sainte. C'est une coutume dans l'île, et des choses qui, dès l'enfance, sont imbibées du grandiose et dramatique tutoiement de l'idiome quaker, et dont les audacieuses et courageuses aventures, au cours de leur vie, forment un drôle de mélange avec les singularités dont ils n'ont pu se défaire avec l'âge.
1000 traits de caractère dignes d'un roi des mers scandinaves ou d'un poète païen de Rome, par exemple. Et quand ces choses se trouvent réunies dans un type d'une force exceptionnelle, ayant un cerveau parfaitement conformé et un cœur bien pondéré, qui de plus, par le fait du silence et de la solitude dans les eaux les plus lointaines, sous des constellations que nous n'avons jamais vues ici dans le Nord, qui, dis-je, est amené à penser d'une manière indépendante et originale, à recevoir directement dans sa poitrine vierge, assurée et volontaire, toutes ses impressions naturelles, les douces et les sauvages, avec l'apport d'avantages accidentels et qui, en plus, est doté d'un langage nerveux et hautain. Alors, cet homme est unique dans le recensement de toute la nation. Cette puissante créature spectaculaire semble toute désignée pour de nobles tragédies. Même si, à cause de sa naissance ou d'autres circonstances, il semble dominé par une morbidité mi-consciente de sa nature profonde. Car tous les hommes tragiquement grands en sont ainsi marqués. Soyez sûrs de ceci, ô jeunes ambitieux, toute grandeur mortelle n'est que maladie. Mais pour l'instant, nous n'avons pas affaire à cet homme. Nous avons affaire à un autre homme non moins étrange, mais qui, lui, n'est que le résultat nouveau d'une phase du quakerisme, modifiée par des circonstances individuelles. Comme le capitaine Peleg, le capitaine Bildad était un baleinier jouissant d'une retraite aisée. Or, non comme le capitaine Peleg cette fois, lequel ne s'en faisait pas une miette pour ce qu'on nommait les choses sérieuses, et qui même considérait les choses sérieuses comme des bagatelles. Le capitaine Bildad n'avait pas été seulement élevé dans la secte la plus stricte des quakers de Nantucket, mais au cours de sa vie océane, où il avait pu voir beaucoup de belles créatures nues, sur des îles, autour du Cap Horn, cela n'avait en rien changé ce quaker bon teint, non, pas même un bouton de sa veste. Néanmoins, malgré cette immuabilité, il y avait quelques contradictions dans ce brave capitaine. Tout en refusant, par scrupule de conscience, de porter les armes contre des envahisseurs terriens, lui avait envahi d'une façon illimitée l'Atlantique et le Pacifique. Et, quoiqu'ennemi juré du versement de sang humain, il avait, vêtu de son habit à corps droit, versé des tonnes de sang du Léviathan. Comment faisait-il maintenant, au soir contemplatif de ses jours, le pieux Bildad, pour concilier ces choses dans son souvenir? Je ne puis rien en dire, mais ça n'avait pas l'air de le troubler beaucoup, et il est probable qu'il était arrivé à cette sage et raisonnable conclusion que la religion est une chose et le monde qui paie en est une autre. S'élevant de l'état de garçon de cabine, vêtu de court dans une étoffe commune, à celui de harponneur à large gilet, ventre d'alose, il passa successivement chef d'équipage, puis second, puis capitaine, et enfin propriétaire. Bildad, comme je viens de le dire plus haut, concluait sa carrière aventureuse en se retirant de toute vie active au bon âge de 60 ans. Et il destinait les jours qui lui restaient à profiter tranquillement de revenus bien gagnés. Maintenant, Bildad, j'ai le regret de le dire, avait une réputation de vieux ladre incorrigible, et au temps où il allait en mer, de maître salement dur. On me dit à Nantucket, ça me semble tout de même bien curieux, que lorsqu'il naviguait sur le vieux baleinier Catgut, son équipage, au retour, avait dû être transporté à terre, à l'hôpital, presque en totalité, tant il l'avait épuisé et vidé. Pour un homme pieux, pour un quaker surtout, il avait certainement le cœur assez dur, pour ne pas dire davantage. Mais on prétendait aussi qu'il n'injuriait jamais ses hommes. Seulement, d'une manière ou d'une autre, il en tirait plus que le maximum. Lorsque Bildad était second, avoir son œil terne posé sur vous rendait fébrile, jusqu'à ce que vous puissiez attraper n'importe quoi, un marteau, une pointe de marnage, ou que vous turbiniez comme un fou à n'importe quelle besogne. Indolence et paresse se dissolvaient à sa vue. Sa propre personne était l'incarnation stricte de son caractère utilitaire. Sur son long corps maigre, nulle chair n'était de trop. Il n'avait pas de barbe superflue. Son menton portait un doux duvet, économe, pareil au duvet usé de son chapeau à large bord. Tel était donc celui que je vis assis sur la traverse quand je suivis le capitaine Peleg à la cabine. L'espace entre les ponts était étroit, et là, assis tout raide,
se trouvait le vieux Bildad, qui toujours s'asseyait ainsi, ne se penchant jamais à seule fin d'économiser les pans de son manteau. Son chapeau à large bord était posé près de lui. Ses jambes étaient croisées sèchement. Son vêtement de drap gris-brun boutonné jusque sous le menton. Des lunettes sur le nez. Il semblait absorbé par la lecture d'un gros et lourd bouquin. « Bildad !» cria le capitaine Peleg. « Te voilà encore avec tes sacrées écritures. Depuis 30 ans que tu les étudies. Où en es-tu, Bildad ?» Comme s'il était habitué à de telles paroles sacrilèges de son vieux camarade de bord, Bildad, sans prendre garde à l'irrévérence de la question, leva tranquillement les yeux et, me voyant, regarda Peleg interrogativement. « Il dit qu'il est notre homme, fit Peleg. Il veut embarquer. »« Tu veux ?» demanda Bildad d'une voix caverneuse en se tournant de mon côté. « Je le veux résolument, dis-je presque sans y songer, tant il était coiqueur. »« Que penses-tu de lui, Bildad » interrogea Peleg. « Il ira, » répondit Bildad en me regardant de près. Puis il continua à épeler dans son livre avec un ronron perceptible. Je pensais que c'était là le plus drôle vieux quaker qu'il m'avait été donné de voir, surtout par contraste avec Peleg, son ami et vieux camarade de bord, si tapageur, lui. Mais je ne soufflais mot, regardant seulement autour de moi. Peleg ouvrit un coffre et il en retira le rôle du bateau, plaça une plume et de l'encre devant lui et s'assit à une petite table. Je pensais que le moment était venu de décider des conditions de l'engagement. Je savais déjà que pour la chasse à la baleine, on ne paie pas de gages, mais que tous les marins, capitaines compris, partagent certaines parts de bénéfices appelées masses, et que ces masses sont proportionnelles à l'importance que les marins ont dans l'équipage. Je savais aussi qu'étant un bleu de la chasse à la baleine, ma masse à moi ne serait pas très lourde. Mais vu le fait que j'étais habitué à la mer, que je savais me retourner sur un bateau, faire une épissure, etc., d'après mes prévisions, on m'offrirait environ la 275e masse, c'est-à-dire la 275e part des bénéfices nets du voyage. Et malgré que les 275e masses soient ce qu'il est convenu d'appeler une masse à long terme, c'était néanmoins mieux que rien. Et si nous avions un peu de chance au cours de ce voyage, ça paierait à peu près les vêtements que j'y aurais usés. Sans parler des 3 ans de bœuf de la pension pour lesquels je n'aurais pas eu un sou à payer. On pourrait croire que c'était là une piètre façon d'amasser une fortune princière, et c'en était en effet une très piètre. Mais je suis un de ceux qui ne se frappent pas au sujet des fortunes princières, et je suis tout à fait content si le monde est prêt à me loger et à me nourrir, fût-ce à l'enseigne effrayante du vieux tonnerre. Somme toute, je pensais que les 275e parts de la masse seraient à peu près équitables, mais je n'aurais pas été surpris qu'on m'offrît la 200e, vu que j'étais de l'espèce aux épaules larges. Une chose néanmoins me faisait douter de recevoir une part aussi généreuse. Voici laquelle. À terre, j'avais entendu parler du capitaine Peleg et de son incroyable vieux compère Bildad. On disait qu'ils étaient les principaux propriétaires du Pécode. Les autres, étant disséminés et de peu d'importance, laissaient presque toute la conduite des affaires à ces deux-là. Or, je craignais que l'avare Bildad n'eût beaucoup à dire au sujet de l'engagement des marins. Et voilà maintenant que je le trouvais à bord du Pécode, tout à fait comme chez lui, dans la cabine, en train d'y lire sa Bible, de même que s'il avait été au coin de son feu. Tandis que Peleg essayait vainement de tailler une plume avec son couteau, le vieux Bildad, à ma grande surprise, quand on pense qu'il était si intéressé par ces procédures, le vieux Bildad ne prêtait aucune attention à nous et continuait à marmonner ce qui était écrit sur son livre. « N'amassez point vous-même des trésors sur la terre. » Et le reste. « Eh bien, capitaine Bildad, que dis-tu? Quelle masse donnerons-nous à ce jeune homme? » « Tu le sais mieux que moi, » fut sa réponse sépulcrale. « La 777e ne serait-elle pas trop, crois-tu? Ou la teigne et la rouille rongeront votre amas. » Amas, pensai-je. Vrai, quel amas? La 777e? Ainsi, vieux Bildad, vous avez décidé pour moi que je n'amasserai pas ici une grosse masse, que la rouille ou la teigne puisse corrompre, véritablement un très long terme, ça. Et bien fait pour ficher dedans un novice terrien.
Mais en réfléchissant bien, vous vous rendiez vite compte que ce 777, qui est un nombre important, signifiait la 777e partie d'un doublon d'or. Et c'est ce que je pensais tout de suite. « Mais sang et tonnerre !» cria Pelag. « Tu ne veux tout de même pas escroquer ce jeune homme. Il faut qu'il ait plus que cela. »« 777e, » répéta Bildad, sans lever les yeux. Et il continua à marmonner. « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » « Je vais le marquer pour la 300e, dit Peleg. « Tu m'entends, Bildad ? Je dis la 300e masse. » Bildad ferma son livre et, se retournant solennellement vers lui, répliqua. « Capitaine Peleg, tu as un cœur généreux, mais tu dois penser à ton devoir envers les autres propriétaires de ce bateau. Il y a beaucoup de veuves et d'orphelins parmi eux, et si nous récompensons trop largement les travaux de ce jeune homme, nous risquons d'enlever le pain de la bouche de ces veuves et de ces orphelins. La 777e masse, capitaine Peleg. »« Toi, Bildad, » hurla Peleg, en se dressant debout et en parcourant bruyamment la cabine, « toi, oui, sois maudit, capitaine Bildad. Si j'avais suivi tes conseils dans ces affaires, j'aurais depuis longtemps à trimballer une conscience suffisamment lourde pour faire couler le plus grand vaisseau qui ait jamais doublé le Cap Horn. »« Capitaine Peleg, » répliqua calmement Bildad, « ta conscience peut tirer 10 pouces d'eau ou 10 brasses. Je n'arrive pas à le savoir. Mais puisque tu es encore un homme impénitent, capitaine Peleg, je crains fort que ce ne soit ta conscience qui fasse eau. Et finalement, c'est toi-même, capitaine Peleg, qui t'enfoncera jusqu'au cœur de l'enfer ardent. »« Enfer ardent, tu m'insultes, homme, d'une manière impardonnable. C'est un ouvrage sanglant de dire à une créature humaine qu'il ira en enfer. Tonnerre et flamme, Bildad, répète encore ça et je te déboulonnerai l'âme. Mais oui, j'avalerai une chèvre vivante, poil et cornes compris. Sors de la cabine, espèce de tartuffe grisonnant, fils de fusil de bois. File au large, traître. » Tout en hurlant ceci, il fonça sur Bildad, mais avec une merveilleuse célérité, Bildad glissa obliquement et l'évita. Alarmé par cette terrible explosion entre les deux propriétaires responsables du bateau, je me sentais à demi décidé à renoncer à toute idée d'embarquement sur un bateau ayant des armateurs si contestables, et je dégageais la porte pour laisser sortir Bildad qui, je n'en doutais pas, allait disparaître devant la colère de Peleg. Mais, à mon étonnement, il s'assit de nouveau sur la membrure avec la plus grande tranquillité et, semblait-il, il n'avait pas la moindre intention de se retirer. Il paraissait tout à fait habitué à l'impénitence de Peleg et à ses façons. Quant à ce dernier, après avoir laissé exploser sa rage, comme il venait de le faire, il paraissait ne plus s'en souvenir. Lui aussi s'assit, doux comme un agneau. Mais il avait encore de petits spasmes, comme s'il était toujours un peu nerveusement agité. « Oh, ouf !» souffla-t-il enfin. La rafale s'en est allée sous le vent, je crois. Autrefois, Bildad, tu étais bon pour aiguiser les harpons. Taille cette plume, veux-tu? Mon couteau que voilà a besoin d'un coup de meule, hein? C'est ça. Merci, Bildad. Alors, jeune homme, Ismaël, pour la 300e part de masse. Capitaine Peleg, dis-je, j'ai un ami avec moi qui veut s'embarquer aussi. Est-ce que je peux l'amener demain? Bien sûr, répondit Peleg. Amène-le, et nous le toiserons. Quelle masse veut-il? Génie Bildad, levant les yeux de dessus son livre, dans lequel il venait de se replonger. « Oh, ne t'occupe pas de ça, Bildad, » coupa Peleg. « A-t-il jamais baleiné » fit-il en se tournant vers moi. « Il a tué plus de baleines que je ne saurais en compter, capitaine Peleg. »« Bien, alors emmène-le. » Après avoir signé les papiers, je m'en fus, ne doutant point que j'avais fait du bon travail au cours de ma matinée et que le Pécode était précisément le vaisseau que Yojo avait choisi pour nous porter, Kikeg et moi, sur les routes du Cap. Mais j'avais à peine fait quelques pas que je commençais à me rendre compte que je n'avais pas vu le capitaine. À la vérité, dans bien des cas, un baleinier est tout armé et l'équipage est à bord avant que le capitaine se dénonce et prenne le commandement. Car ces voyages sont parfois si longs et les pauses à terre chez soi si courtes que si le capitaine a une famille ou quelque absorbant intérêt du même genre, il se montre peu sur le bateau, s'en remettant de tout aux soins des propriétaires jusqu'à ce que tout soit prêt pour prendre la mer.
Néanmoins, il est toujours préférable de jeter un petit coup d'œil sur ce capitaine avant de se mettre irrévocablement entre ses mains. Faisant alors demi-tour, j'accostai de nouveau le capitaine Peleg et lui demandai où je pourrais trouver le capitaine Achab. « Et qu'est-ce que tu veux au capitaine Achab ? Tout va très bien. Tu es engagé. »« Oui, mais j'aimerais le voir. »« Je ne crois pas que tu le puisses à présent. Je ne sais pas exactement ce qu'il a, mais il se tient quoi ? À la maison. Une sorte de maladie, peut-être. Quoique ça n'en ait pas l'air. On peut même assurer qu'il n'est pas malade, mais pas très bien non plus. En tout cas, jeune homme, il ne veut pas me voir, moi. Donc je ne pense pas qu'il veuille te voir, toi. C'est un homme bizarre, le capitaine Achab. Comme certains le pensent. Mais c'est un brave type. Oh, tu le verras bien assez. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. C'est un grand impie divin, le capitaine Achab. Il ne parle pas beaucoup, mais quand il parlera, tu feras bien de l'écouter. Fais attention, je t'avertis. Achab est au-dessus du commun. Achab a été dans les collèges et il a été aussi parmi les cannibales. Il est familier avec des merveilles plus profondes que celles des vagues. Il lance son harpon dans ce qui est le plus puissant, dans des ennemis plus étranges que les baleines. Son harpon ? Oui, c'est le plus rapide et le plus sûr de tous ceux de l'île. Oh, rien de commun avec le capitaine Bildad, et non plus avec le capitaine Peleg. Il est Achab, garçon. Et dans l'ancien temps, Achab, vois-tu, c'était un roi couronné. Et un très mauvais. Lorsqu'il fut tué, les chiens n'ont-ils pas léché son sang ? Viens ici, à moi. Plus près, me dit Peleg, avec un regard qui m'effraya presque. Vois-tu, fils, ne répète jamais à bord du Pécode ce que tu viens de me dire. Ne le dis jamais nulle part. Le capitaine Achab ne s'est pas baptisé lui-même. C'est un caprice de son ignorante et cinglée veuve de mère qui mourut quand il n'avait que 12 mois. Tout de même, Tistig, la vieille squaw, à Gayhead, disait que de quelque manière ce nom pouvait être prophétique. Peut-être que d'autres idiotes t'en diront autant. Mais je t'avertis, c'est un mensonge. Je connais bien le capitaine Achab. J'ai navigué avec lui comme second. Il y a des années de cela. Je sais ce qu'il est. Un brave homme. Pas un bigot. Bonhomme comme Bildad. Mais un brave homme jurant bien quelquefois. Comme moi, seulement en lui, il y a plus. Oui, évidemment, je sais qu'il n'est pas des plus gais. Je sais qu'au voyage de retour, il n'avait pas tout à fait son bon sens pendant quelque temps, mais les lancinements de son moignon saignant en étaient cause. Je sais aussi que depuis qu'il a perdu cette jambe à cause de cette maudite baleine du dernier voyage, il a été hargneux, terriblement hargneux, sauvage même parfois. Mais tout ça passera. Et une fois pour toutes, jeune homme, je t'assure et je te répète qu'il vaut mieux embarquer avec un bon capitaine coléreux qu'avec un mauvais capitaine souriant. Sur ce, je te dis adieu, et ne pense pas de mal du capitaine Achab, parce qu'il a un vilain nom. Et puis, mon fils, il a une femme. Il n'y a pas 3 voyages qu'il est marié. Une douce femme résignée, pense à ça. De cette douce femme, ce vieil homme a un enfant. Alors penses-tu qu'il puisse y avoir en Achab quelque méchanceté naturelle ? Non, fils, tout frappé, tout dévasté, Achab est quand même un homme. Je m'en fus, très rêveur. Ce qui venait de m'être incidemment révélé sur le capitaine Achab me remplissait d'une sorte de douleur vague et bizarre. À ce moment, je ressentais pour lui de la sympathie et de la tristesse. Pour quelle raison, je ne sais. À moins que ce ne fût à cause de sa jambe cruellement perdue. Et pourtant, j'avais aussi de lui une étrange crainte respectueuse, une sorte de crainte que je ne peux pas décrire, qui n'était même pas de la crainte. Je ne sais pas ce que c'était. Je le craignais et il m'attirait. J'étais impatient de connaître ce qui, en lui, me semblait être un mystère, pour le peu que j'en savais. Finalement, je pensais à autre chose et le sombre Achab me sortit de l'esprit. Le ramadan. Comme le ramadan de Kikeg, avec son jeûne et sa pénitence, devait continuer toute la journée, je préférais ne pas le déranger avant le commencement de la nuit. J'ai le plus grand respect pour les obligations religieuses de chacun, fussent-elles comiques, et je ne sous-estimais pas une congrégation de fourmis adorant un champignon vénéneux, ni même certaines autres créatures de notre globe qui, avec une servilité sans exemple, dans tout l'univers connu, courbent le dos devant le cadavre d'un propriétaire terrien,
seulement parce qu'il est, malgré tout, encore le propriétaire de propriétés démesurées. Je dis que nous, bons chrétiens presbytériens, nous devrions être modestes dans ces questions et ne pas nous croire tellement supérieurs aux autres mortels, païens ou je ne sais quoi d'autre, qui, soi-disant, pratiquent comme des insensés. Kikeg avait certainement les idées les plus absurdes au sujet de Yojo et de son ramadan. Et après, Kikeg pensait savoir ce qu'il faisait, je suppose. Il avait l'air content, alors pourquoi l'en empêcher? Toutes nos discussions avec lui n'y changeraient rien. Laissons-le donc tranquille, me dis-je, et que Dieu ait pitié de nous tous, presbytériens et païens, car en quelque sorte, nous avons tous la tête sérieusement fêlée, et il commence à se faire temps qu'on nous la raccommode. Vers le soir, quand je crus à peu près certain que toutes ces cérémonies rituelles devaient être finies, je montai à la chambre et frappai à la porte. Pas de réponse. J'essayai de l'ouvrir, mais elle était fermée de l'intérieur. « Kikeg » dis-je doucement par le trou de la serrure. Silence total. « C'est moi. »« Pourquoi ne répondez-vous pas ? C'est moi, Ismaël. » Mais tout restait aussi silencieux qu'avant. Je commençais à m'inquiéter. Je lui avais laissé assez de temps et pensais qu'il avait pu être pris d'une attaque d'apoplexie. Je regardais par le trou de la serrure, mais la porte s'ouvrait sur un angle de la pièce. Je ne vis rien qu'une partie d'un pied de lit et un pan de mur. Il me sembla voir aussi, posé contre le mur, le manche en bois du harpon de Kikeg que la patronne, cependant, lui avait enlevé le soir précédent, avant de monter à la chambre. C'est étrange, pensais-je, mais puisque le harpon est là et qu'il ne dort jamais sans lui, c'est qu'il doit être ici, pas d'erreur possible. Kikeg, Kikeg. Toujours le même silence. Quelque chose devait être arrivé. Apoplexie? J'essayai de forcer la porte, mais elle résista. Dégringolant l'escalier, je fis part de mes inquiétudes à la première personne que je rencontrai, la servante. « Et là » cria-t-elle. « Je pensais bien qu'il devait y avoir quelque chose. J'ai voulu aller faire le lit, après le petit déjeuner, et la porte était fermée à clé. On n'aurait pas entendu une souris, et ça a été tout aussi tranquille depuis. Mais je pensais que peut-être vous étiez sortis tous les deux, et que vous aviez enfermé vos bagages pour plus de sûreté. Là, et là, Mame, patronne, à l'assassin, Mame Husset, apoplexie. » Et tout en criant, elle courut vers la cuisine. Moi, sur ses talons. Madame Husset apparut aussitôt, un moutardier dans une main et un vinaigrier dans l'autre. Elle venait juste de les remplir, tout en grondant son petit aide négro. « Le bûcher » criai-je. « Où est le bûcher ? Courez pour l'amour de Dieu et prenez quelque chose pour enfoncer cette porte. La hache, la hache !» Il a eu un coup de sang, c'est sûr. Et ce disant, affolé, ne sachant trop ce que je faisais, en vitesse, les mains vides, je remontai l'escalier. Madame Husset s'interposa. « Qu'est-ce qui vous prend, jeune homme ? Pour l'amour de Dieu, cherchez une hache et courez vite appeler un médecin pendant que je force la porte. »« Écoutez, jeune homme, dit-elle, en se débarrassant du moutardier pour avoir une main libre. Écoutez-moi. Est-ce que vous parlez de forcer une de mes portes ?» Ce disant, elle saisit un de mes bras. « Qu'est-ce que vous avez ? Qu'est-ce que vous avez, marin ?» Aussi rapidement et calmement que possible, je lui racontai tout. Elle plaqua machinalement son vinaigrier contre son nez pour mieux réfléchir, puis s'exclama. « Non, je ne l'ai pas vu depuis que je l'ai flanqué là-dedans. » Courant à un petit placard sous le palier de l'escalier, elle y jeta un coup d'œil et revint dire qu'en effet, le harpon n'était plus là. « Il s'est tué, » cria-t-elle. « C'est le même coup avec ce malheureux Stinks. V'là une autre contrepointe de foutu. Que Dieu ait pitié de sa pauvre mère. Ça sera la ruine de ma maison. Est-ce que le pauvre garçon a une sœur? Où est cette fille? Allons, Betty, va vite chez Snarl, le peintre. Dis-lui de me peindre une enseigne avec « Défense de se suicider ici » et aussi « Défense de fumer à la buvette ». Autant faire d'une pierre deux coups. Que le Seigneur ait pitié de son ombre. Qu'est-ce que c'est que tout ce boucan? Et vous, jeune homme, halte là. Et courant à moi, elle me rattrapa juste comme j'essayais à nouveau de forcer la porte. Je vous défends bien. Je ne veux pas qu'on abîme mon établissement. Allez chercher le serrurier. Vous en trouverez un à 1 mille d'ici. Mais au fait, v'là une clé qui doit aller, je crois. Voyons. Elle fit tourner la clé dans la serrure. Hélas, le loquet supplémentaire avait été tiré de l'intérieur par Kikeg. « Faut enfoncer, dis-je. »
et je reculai dans le corridor pour prendre de l'élan. La patronne essaya de m'attraper, jurant ses grands dieux qu'elle ne me laisserait rien casser dans son auberge. Mais m'arrachant d'elle, d'un bon coup, je me jetai contre la porte. Avec un bruit fantastique, elle s'ouvrit, envoyant des plâtras jusqu'au plafond. Et là, Dieu du ciel, là, tout à fait calme et froid, Kikeg était accroupi sur ses fesses au plein milieu de la chambre, avec son yojo sur la tête. Il ne regardait ni à droite ni à gauche, mais se tenait comme une statue, sans presque donner signe de vie. « Kikeg, dis-je, en m'approchant de lui. « Kikeg, qu'est-ce qu'il y a ?» « Il n'est tout de même pas resté assis comme ça toute la journée, » s'étonna la patronne. Mais nous avions beau dire, nous ne pouvions en tirer une parole. J'avais presque envie de le pousser à la renverse pour le faire changer de pose, car c'était intolérable. C'était si pénible et si peu naturel, et penser que cela durait depuis 8 ou 10 heures, et probablement sans qu'il n'ait rien mangé. « Madame Husset, dis-je en tout cas, il vit. Alors laissez-nous, s'il vous plaît. Je vais me charger de cette drôle d'affaire. » Ayant refermé la porte sur la patronne, j'essayai de persuader Kikeg de prendre une chaise, mais en vain. Malgré tous mes artifices de politesse et de flatterie, il ne voulut ni bouger, ni dire un mot, ni me regarder, ni même tenir compte de ma présence pour si peu que ce fût. Est-il possible, pensais-je, que ça fasse partie de son ramadan ? Font-ils leur carême assis comme ça sur leurs fesses dans son île natale ? Oui, sans doute. Ça fait partie de leur croyance, je suppose. Alors qu'il y reste. Tôt ou tard, il finira bien par se lever. Ça ne peut pas durer éternellement, Dieu merci. Et son ramadan n'a lieu qu'une fois l'an, heureusement. Je descendis pour le souper, après avoir écouté un bon moment les longues histoires de quelques matelots qui rentraient à peine d'un voyage plum pudding, comme ils disent, c'est-à-dire d'une courte expédition de chasse à la baleine en goélette ou en brique, au nord de la ligne, dans l'océan Atlantique seulement. Après avoir écouté, dis-je, ces plum puddingers, jusqu'à près de 11 heures, je montais pour me coucher, tout à fait certain qu'à cette heure-là, Kikeg aurait fini avec son ramadan. Mais non, il était exactement comme je l'avais laissé. Il n'avait pas bougé d'un pouce. Je commençais à me fâcher. Cela me semblait complètement idiot de rester assis là, à croupeton, toute une journée et une partie de la nuit dans une chambre froide, avec un bout de bois sur la tête. Pour l'amour du ciel, Kikeg, levez-vous, secouez-vous. Allons, levez-vous et mangez. Voulez-vous crever de faim? Vous allez vous tuer, Kikeg. Il ne répondit pas un mot. Désespérant de lui, je décidai alors de me coucher, pensant que sous peu, sans doute, il suivrait mon exemple. Toutefois, avant de me mettre au lit, je pris ma peau d'ours et je la jetai sur lui, car la nuit s'annonçait très froide et il n'avait que sa veste ronde ordinaire. J'eus beau faire, pendant quelque temps, je ne parvins pas à m'endormir. J'avais soufflé la bougie et l'idée que Kikeg accroupi à 4 pas de moi dans ce froid et ce noir me rendait malheureux. Songez-y. Dormir toute une nuit dans une chambre avec un païen bien éveillé, assis sur ses fesses à cause d'un incompréhensible ramadan. Toutefois, je finis par m'assoupir et ne sus plus rien jusqu'au lever du jour où, regardant par-dessus le lit, je vis Kikeg dans la même position, comme s'il avait été vissé au plancher. Or, dès que le premier rayon de soleil entra par la fenêtre, il se redressa. Les articulations raides et craquantes, mais l'air tout content. Il vint vers moi en boitillant, pressa son front contre le mien et dit que son ramadan était terminé. Je l'ai déjà dit, je ne fais d'objection à la religion de qui que ce soit, à la condition que l'intéressé ne tue pas ni n'insulte ceux qui ne croient pas comme lui. Mais tout de même, lorsque la religion d'un homme frise le fanatisme, qu'elle est une torture pour lui et qu'elle fait de cette terre une auberge incommode à fréquenter, alors je pense que c'est le moment de prendre cet individu à part et de le raisonner à ce sujet. Et ainsi fis-je avec Kikeg. Kikeg, dis-je. Maintenant, mettez-vous au lit et écoutez-moi. Puis, je continuai, débutant par l'origine et les progrès des religions primitives, pour en arriver à celle de maintenant. Ensuite, je démontrai à Kikeg que tous ces carèmes, ramadans et accroupissements prolongés sur les fesses dans des chambres froides étaient des singeries mauvaises pour la santé et inutiles pour l'âme. Bref, en tout opposé aux plus simples lois de l'hygiène et du bon sens.
Je lui dis aussi, entre parenthèses, que comme il était un sauvage très sagace et raisonnable, ça me peinait. Ça me peinait même beaucoup de le voir devenu stupide avec ce ridicule ramadan. En plus, continuai-je à raisonner, jeûner creuse le corps, et toutes les pensées issues d'un jeûne doivent être des pensées de crève-la-faim, que c'était la raison pour laquelle la plupart des gens religieux ont mal à l'estomac, et que c'est à cause de ça qu'ils nourrissent de si mélancoliques idées sur l'au-delà. En un mot, Kikek, dis-je, en brodant un peu, l'idée de l'enfer fut conçue après l'absorption de pommes en croûte et depuis lors s'est perpétuée à travers les dyspepsies héréditaires provoquées par les ramadans. Puis je demandai à Kikek s'il n'avait jamais souffert de l'estomac, m'exprimant très clairement pour être sûr de me faire bien comprendre. Il me répondit que non, sauf une fois, un jour mémorable. C'était à une fête donnée par le roi, son père. Il avait gagné une grande bataille, 50 ennemis avaient été tués en 2 heures de l'après-midi. On les avait fait cuire et manger le soir même. « Assez, fis-je en frissonnant, ça va comme ça. » Car je savais ce qu'il voulait dire sans qu'il eût besoin d'insister davantage. J'avais connu un marin qui avait visité ladite île. Il m'avait dit que c'était l'habitude. Quand une grande bataille avait été gagnée, de retirer les morts dans la cour ou dans le jardin du vainqueur. Ensuite, ils étaient placés sur de grands plateaux de bois, garnis tout autour de fruits d'arbre à pain et de noix de coco, comme un pilot avec du persil dans la bouche, et envoyés avec les compliments du vainqueur à tous ses amis, comme si c'était autant de dindes de Noël. Au reste, je ne crois pas que mes remarques sur les religions fissent grande impression sur Kikek. Il semblait un peu sourd là-dessus, car ce n'était point envisagé sous son angle à lui. Et en second lieu, il ne comprenait guère que le tiers des mots que je disais, bien que je m'ingéniasse à parler clairement. Finalement, il devait sans doute penser qu'il en savait beaucoup plus que moi sur la vraie religion. Il me regardait avec une sorte de sollicitude condescendante, pleine de compassion, comme s'il avait pensé « Quel dommage qu'un jeune homme aussi doué soit si totalement égaré par la piété païenne évangélique. » Nous nous levâmes enfin, et nous nous habillâmes. Kikek engloutit un prodigieux déjeuner de ragoûts de toutes sortes afin que la patronne ne profitât point de son ramadan. Après quoi, nous sortîmes pour aller à bord du Pécode. Et nous marchions sans hâte, tout en nous curant les dents avec des arêtes de poisson. Samarque. Comme nous passions au bout des quais contre le bateau, Kikek portant son harpon, brusquement la voix du capitaine Peleg s'éleva du wigwam. Il nous cria qu'il n'avait pas supposé que mon ami était cannibale, et que les cannibales n'étaient pas admis à bord à moins d'avoir des papiers en règle. « Qu'est-ce que vous voulez dire par là, capitaine Peleg ?» demandai-je en sautant par-dessus la rambarde, laissant mon camarade debout sur le quai. « Je veux dire qu'il faut qu'il montre ses papiers. »« Oui, » renchérit le capitaine Bildad de sa voix caverneuse, en sortant sa tête du wigwam, derrière celle de Peleg. « Il faut qu'il puisse prouver qu'il est converti. Fils de l'ombre, ajouta-t-il en se tournant vers Kikek, fais-tu présentement partie de la communion de l'Église chrétienne ? » « Mais, interrompis-je, il est membre de la congrégation de la première Église. » Ici, je dois dire que nombre de sauvages tatoués, embarqués sur des vaisseaux de Nantucket, finissent par être convertis. La congrégation de la première Église, sans qui Bildad ? Celle qui se rassemble dans la maison du diacre Deutéronome Coldman ? Et ce disant, tirant ses lunettes, il les frotta avec son grand foulard jaune, puis, les chaussant soigneusement, il sortit du wigwam et vint se pencher tout raide sur la rambarde, d'où il regarda attentivement Kikek. « Combien de temps a-t-il été membre ? » demanda-t-il. « Pas très longtemps, je crois, jeune homme. »« Non, dit Peleg, il n'a pas non plus été baptisé comme il faut, sans quoi ce bleu du diable ne serait pas sur sa figure. »« Maintenant, dis-moi, cria Bildad, ce Philistin est-il membre régulier de l'assemblée du diacre Deutéronome ? Je ne l'y ai jamais vu. Pourtant, j'y passe chaque dimanche. »« Je ne sais rien du diacre Deutéronome et de son assemblée, répondis-je. Tout ce que je sais, c'est que Kikek, que voici, est membre de la congrégation de la première Église. Ce Kikek est diacre lui-même. »« Jeune homme, me dit Bildad sévèrement,
Tu te moques de moi. Explique-toi, jeune Hittite. Quelle église veux-tu dire? Réponds. Me trouvant ainsi acculé, je répondis: Je veux dire, sœur, cette ancienne église catholique à laquelle vous et moi, le capitaine Peleg, là, et Kikeg ici, et nous tous, et tous les fils de toutes les mères, et les âmes de nous tous appartenons. La grande et éternelle première congrégation de toute l'adoration du monde. Nous en sommes tous. Quelques-uns de nous seulement chérissent de bizarres marottes qui ne concernent nullement le credo universel. En lui, nos mains sont toutes jointes. Tu veux dire épicées? Les mains épicées, interrompit Peleg en se rapprochant. Jeune homme, tu devrais embarquer comme missionnaire et non comme matelot de l'avant. Je n'ai jamais entendu meilleur sermon du diacre Deutéronome. Le père Maple lui-même serait battu, et il compte pour quelqu'un. Monte à bord, ne t'occupe pas des papiers. C'est à Coog que je parle. À Coog, comment t'appelles-tu? Dis à Coog de monter. Par la grande ancre, quel harpon il a? Ça a l'air d'être du bon, et il paraît le manier comme il faut. Dis donc, Coog, ou n'importe. T'es-tu jamais trouvé debout dans une baleinière? As-tu jamais frappé le poisson? Dans sa manière sauvage, sans un mot, Kikeg enjamba le pavois, puis, sautant de là à l'avant d'une des baleinières pendues par côté, serrant son genou au gauche d'une main, il posa le harpon et cria ceci ou à peu près. « Capitaine, vous voir li petites gouttes goudron sur l'eau, là-bas? Vous l'y voir? Bon, pensez-y une baleine-œil. Bon. » Et là-dessus, il lança le dard en plein par-dessus le chapeau à large bord du vieux Bildad, droit à travers les ponts du bateau, et défonça la lointaine et brillante goutte de goudron. Maintenant, dit Kikeg, en halant tranquillement la ligne, supposez li œil baleine, alors ce baleine li mort. Vite, Bildad, cria Peleg à son associé qui, effrayé par la proximité du harpon volant, s'était trotté vers l'escalier de la cabine. Vite, je te dis, Bildad. Prends les papiers du bateau. Il faut que nous ayons Porcupine. Coog, je veux dire, dans une de nos baleinières. Voilà, Coog, nous te donnerons la 90e masse. Et ça, c'est plus qu'on n'ait jamais donné jusqu'ici à un harponneur à Nantucket. Nous descendîmes alors de la cabine, et à ma grande joie, Kikeg fut aussitôt inscrit sur le rôle dont je faisais partie moi-même. Lorsque tous les préliminaires furent achevés, que Peleg eut tout préparé pour la signature, il se tourna vers moi et me dit « Je pense que Coog ne sait pas encore écrire. C'est pas, dis donc, Coog, que le diable t'emporte. Sais-tu signer ton nom? Ou feras-tu une marque ?» À ces questions, Kikeg, qui avait à 2 ou 3 reprises pris part à de semblables cérémonies, n'eut aucunement l'air embarrassé. Il prit la plume qu'on lui offrait et, au bon endroit sur le papier, il copia une réplique exacte d'un bizarre chiffre rond qui était tatoué sur son bras. De sorte que, à cause de l'erreur obstinée de Peleg au sujet de son nom, on lut quelque chose de ce genre. Coog, sa croix marque. Cependant, le capitaine Bildad demeurait assis à regarder sérieusement et sans broncher Kikeg. À la fin, se levant solennellement, il fouilla dans l'énorme poche de son ample manteau gris-brun, en sortit un paquet de traités de piété et en choisit un intitulé. « Le jour dernier arrive » ou « Point de temps à perdre » qu'il mit dans la main de Kikeg. Après quoi, prenant dans ses propres mains celle de Kikeg, qui tenait la brochure, il le regarda droit dans les yeux et dit « Fils de l'ombre, il faut que je fasse mon devoir envers toi. Je suis en partie propriétaire de ce bateau et je m'intéresse à toutes les âmes de l'équipage. Je crains, hélas, que tu ne demeures accroché à tes façons païennes. Ah, je t'en conjure, ne reste pas esclave de Bélial. Repousse l'idole Baal et le dragon hideux. Redoute la colère qui monte. Fais attention à ton œil, te dis-je. Oh, bonté divine, éclaire les profondeurs de l'abîme. » Quelque chose de la mer salée restait encore dans les paroles du vieux Bildad, mélangées aux phrases de l'écriture et à d'autres phrases domestiques. « Halte là, Bildad. Arrête-toi de gâter notre harponneur, » cria Peleg. « Les harponneurs pieux n'ont jamais rien valu. Ça leur enlève ce qu'ils ont de requin. Un harponneur ne vaut pas un brin de paille s'il n'est gentiment requin. » Il eut une fois le plus courageux chef de baleinière de tout Nantucket et de Vignard. Je veux dire le jeune Nat Swen.
Dès qu'il s'est mis à fréquenter les chapelles, il n'a plus valu un sou. Il s'effrayait tant pour son âme pestiférée qu'il s'éloignait des baleines, de peur qu'il ne le balance et ne l'envoie au diable. « Peleg, Peleg, dit Bildad, en levant les yeux et les mains vers le ciel, toi-même tu as connu comme moi le temps périlleux. Tu sais, Peleg, ce que c'est d'avoir peur de la mort. Comment alors peux-tu parler de façon aussi impie? Tu renies ton propre cœur, Peleg. Dis-moi, lorsque ce même Pécode eut ses 3 mâts fauchés dans ce typhon du Japon, quand tu avais le capitaine Achab pour second, n'as-tu pas alors pensé à la mort et au jugement? Écoutez-le, écoutez-le, cria Peleg, marchant à travers la cabine et enfonçant profondément ses mains dans ses poches. Écoutez-le, vous tous. Je me rappelle, à chaque moment nous croyions que le bateau allait par le fond. La mort et le jugement, avec les 3 mâts qui faisaient un sacré bruit de tonnerre contre ses flancs, et chaque lame se brisait sur nous en poupe et en proue. Penser à la mort et au jugement? Non. On n'avait pas le temps de penser à la mort dans ces moments-là. C'est à la vie que le capitaine Achab et moi nous pensions alors, et à comment nous sauver tous, et à agréer des mâts de fortune, et comment gagner le port le plus proche. Voilà à quoi je pensais, si tu veux le savoir. Bildad ne dit plus rien, mais, boutonnant son manteau, il monta sur le pont et nous l'y suivîmes. Il se tint très tranquille, à surveiller quelques couseurs de voile qui raccommodaient un hunier à l'entrepont. De temps à autre, il se baissait pour ramasser un morceau de toile ou sauver un bout de filin goudronné, qui outrement aurait été gaspillé. Le prophète. « Marin, êtes-vous embarqué à ce bord ?» Kikeg et moi, nous venions à peine de quitter le Pécode, et nous nous éloignions lentement de l'eau, chacun pour l'instant occupé à nos propres pensées, lorsque ces mots nous furent adressés par un étranger qui, s'arrêtant devant nous, pointa son index massif vers le bateau en question. L'homme était vêtu pauvrement, d'un veston fané et d'un pantalon rapiécé. Un chiffon de mouchoir noir lui entourait le cou. La petite vérole avait grêlé en toutes directions sur sa figure, laissant comme les ravines des torrents lorsque les eaux se sont retirées. « Vous y êtes-vous embarqué » répéta-t-il. « Vous voulez dire sur le Pécode, je suppose » dis-je à mon tour pour gagner du temps, afin de le dévisager à loisir. « Oui, le Pécode, ce bateau-là, » dit-il, pliant son bras, puis le relançant violemment droit devant lui, de son doigt pointé en plein sur la chose. « Oui, dis-je, nous venons de signer le rôle. Y a-t-il quelque chose d'écrit au sujet de vos âmes ?»« Au sujet de quoi ?»« Peut-être que vous n'en avez pas, » poursuivit-il vite. « Quoique ça ne fasse rien, je connais beaucoup de types qui n'en ont pas. Que la chance soit avec eux. Ils n'en sont que mieux. L'âme, c'est la 5e roue du carrosse. » « Qu'est-ce que vous nous chantez là, camarade ? » « Mais il en a assez pour compenser ce qui manque aux autres, » poursuivit brièvement l'étranger en appuyant avec emphase sur le mot « il ». « Kikeg, dis-je, partons. Cet homme est échappé de quelque part. Il parle de quelque chose et de quelqu'un que nous ne connaissons pas. »« Arrêtez, cria l'étranger. Vous avez dit la vérité, vous n'avez pas encore vu Vieux Tonnerre. L'avez-vous vu ? » « Qui est Vieux Tonnerre ?» demandai-je, cloué sur place par la folle sincérité de sa voix. « Le capitaine Achab. »« Comment ? Le capitaine de notre bateau, le Pécode ? Oui, parmi quelques-uns d'entre nous, vieux marins, il est connu sous ce nom. Vous ne l'avez pas encore vu, n'est-ce pas ? » ?»« Non, pas encore. On dit qu'il est malade, mais qu'il va mieux et que sous peu, il sera tout à fait bien. »« Tout à fait bien sous peu, » répéta l'étranger, avec une amère dérision dans son rire. « Voyez-vous, quand le capitaine Achab sera bien, c'est qu'alors mon bras gauche, à moi, sera tout à fait bien, pas avant. » « Qu'est-ce que vous savez de lui ? » ?»« Qu'est-ce qu'on vous a dit de lui ? Dites-le. » »« On ne m'a pas dit grand-chose, seulement j'ai entendu dire que c'est un bon chasseur de baleines et un bon capitaine pour son équipage. »« Ça, c'est vrai, oui, ces 2 choses sont vraies. Mais quand il donne un ordre, il faut sauter, marche et grogne et marche. Voilà comment c'est avec le capitaine Achab. » »« Mais on ne vous a rien dit de ce qui lui est arrivé tout près du Cap Horn, il y a longtemps. Comment il fut couché comme mort pendant 3 jours et 3 nuits, et rien non plus de cette bataille mortelle avec l'Espagnol devant l'hôtel, à Santa. Vous n'avez rien entendu de tout ça, et rien de la calebasse d'argent dans laquelle il a craché.
et rien de la perte de sa jambe selon la prophétie. N'avez-vous rien entendu au sujet de ces choses-là et d'autres encore? Eh non, je ne pense pas. Comment auriez-vous pu? Qui les connaît? Personne à Nantucket, je parie. Mais en tout cas, peut-être que vous avez entendu parler de sa jambe et de la façon dont il a perdu. Oui, je crois que vous avez entendu parler de ça. Oui, ça, presque tout le monde le sait. Je veux dire qu'ils savent qu'il n'a qu'une jambe et qu'un spermastie lui a enlevé l'autre. Mon ami, dis-je, qu'est-ce que c'est que tout ce jargon? Je ne sais rien et ça ne m'intéresse pas. Il me semble que vous avez le crâne quelque peu endommagé. Mais si vous voulez parler du capitaine Ahab, de ce bateau-là, du Pécode, alors laissez-moi vous dire que je suis au courant de tout, au sujet de la perte de sa jambe. Au courant de tout? Tu en es bien sûr? De tout? À peu près sûr. Le doigt pointé et l'œil braqué sur le Pécode, le misérable étranger se tint un moment comme dans une trouble rêverie. Puis, avec un léger sursaut, il se retourna et dit « Êtes-vous engagé, oui ou non? Vos noms sont-ils inscrits sur les papiers? Bon, ce qui est signé, et ce qui doit arriver arrivera. En tout cas, tout est déjà fixé et arrangé, et il faut bien que vous ou d'autres marins aillent avec lui. Autant vous que d'autres, Dieu ait pitié d'eux. Bonjour, camarades, bonjour. Les dieux ineffables vous bénissent. Excusez-moi de vous avoir arrêté. Écoutez, l'ami, dis-je. Si vous avez quelque chose d'important à nous sortir, sortez-le vite. Mais si vous essayez seulement de nous bluffer, vous faites erreur. Voilà tout ce que j'ai à vous dire. Et c'est bien dit. J'aime entendre un homme s'exprimer comme ça. Tu es tout à fait un homme pour lui. Des hommes comme vous... Allons, bonjour, camarade, bonjour. Oh, quand tu seras à bord, dis-leur donc que j'ai décidé de ne pas être avec eux. Mon brave homme, vous ne pouvez pas nous embobiner comme ça, rien à faire. Rien de plus facile au monde pour un homme que d'avoir l'air de posséder un grand secret. Bonjour, camarade, bonjour. Oui, il est jour, dis-je, allons. Kikeg, laissons ce fou. Mais un moment, voulez-vous me dire votre nom? Élie. Élie, répétai-je. Et nous nous remîmes en marche, faisant des commentaires chacun à notre façon sur ce vieux marin loqueteux. Nous tombâmes d'accord que ce n'était qu'un farceur voulant faire le loup-garou. Nous n'avions pas fait plus de 100 mètres que, me retournant par hasard, je vis qu'Élie nous suivait, quoique de loin. Je ne sais pourquoi, mais cela me fit un si drôle d'effet que je n'en soufflai mot à Kikeg. Et je continuai mon chemin avec mon camarade, curieux de savoir si l'étranger prendrait le même tournant que nous. Il le fit. Il me semblait qu'il nous poursuivait, mais je ne pouvais m'imaginer dans quelle intention. Cette circonstance, jointe à cette façon ambiguë de parler, de révéler tout en se taisant, faisant naître en moi maintenant toutes sortes de vagues émerveillements et de demi-appréhensions, le tout ayant rapport avec le Pécode, avec le capitaine Ahab, avec sa jambe perdue, son attaque au Cap Horn, et la calebasse d'argent, et ce que le capitaine Peleg m'avait dit de lui le jour précédent quand je quittais le bateau, et la prédiction de Tistig Lascaux, et le voyage dans lequel nous nous trouvions engagés, et cent autres choses ténébreuses, j'étais décidé d'avoir le cœur net sur ce que cet Élie loqueteux voulait réellement faire avec nous, et, intentionnellement, je traversai la rue avec Kikeg, puis nous retournâmes sur nos pas, de l'autre côté. Élie nous croisa, mais passa son chemin. Cette fois pour de bon, il me sembla qu'en mon âme et conscience, je pouvais l'appeler farceur. Branle-bas. Un jour ou deux passèrent. Il y avait grande activité à bord du Pécode. Non seulement on y raccommodait les vieilles voiles, mais on en apprêtait neuves ainsi que des pièces de toile et des rouleaux d'agrès. Bref, tout annonçait que les préparatifs de départ touchaient à leur fin. Le capitaine Peleg n'allait plus jamais à terre ou presque. Il se tenait dans son wigwam, surveillant le travail de près. Bildad s'occupait des achats et de l'approvisionnement. Tous les hommes employés au cale et au gréement travaillaient tard dans la nuit. Le jour après que Kikeg eut signé son engagement, on notifia dans toutes les auberges où étaient descendus les marins que les coffres devaient être rendus à bord avant la nuit, car il était impossible de prévoir quand le navire lèverait l'ancre. Ainsi, nous fîmes, mais néanmoins nous avions décidé de dormir à terre jusqu'au dernier moment,
car d'ordinaire on avertit toujours ainsi longtemps d'avance et le bateau ne met à la voile que quelques jours après. Cela n'avait rien d'étonnant, car il restait beaucoup à faire avant que le Pécode fût fin prêt. Tout le monde sait quelle multitude de choses, lits, casseroles, couteaux et fourchettes, pelles et pincettes, serviettes, casse-noix et ainsi de suite, sont indispensables pour faire marcher un ménage. Pour la chasse à la baleine, il faut envisager un semblable entretien de maison de 3 ans sur l'océan vide, loin de tous les épiciers, marchands, médecins, boulangers et banquiers. Et quoique ceci soit vrai également pour les vaisseaux marchands, cela ne peut se comparer, car, en plus de la longueur du voyage du baleinier, le nombre des articles servant à la pêche, joint à l'impossibilité qu'on a de les remplacer dans les ports lointains qu'on fréquente d'ordinaire, il faut aussi bien se rappeler que, de tous les vaisseaux, les baleiniers sont les plus exposés à toutes sortes d'accidents, et surtout à la destruction et à la perte des objets sur lesquels précisément repose le succès du voyage. C'est-à-dire les embarcations de rechange, les lignes et les harpons de rechange, les épares de rechange, toutes espèces de choses de rechange, sauf un capitaine de rechange et un duplicata du navire. Au moment de notre arrivée à l'île, le plus gros de l'emmagasinage était chose faite. Le bœuf, le pain, l'eau, le combustible, les cerceaux de fer et les douves étaient à bord. Mais comme je l'ai déjà dit, il y avait quand même un va-et-vient incessant et on continuait à y apporter des objets très divers, grands et petits. La personne qui se dépensait le plus dans ces voyages était la sœur du capitaine Bildad, une vieille dame maigre, infatigable et très déterminée d'allure. Elle avait aussi très bon cœur et semblait décider, si la chose était en son pouvoir, de ne rien laisser manquer à bord du Pécode quand il serait au large. Une fois, elle remonta avec une jarre de pickles pour les gardes-manger du steward et une autre fois avec une boîte de plumes pour le bureau du second, où se tenait le livre de bord. Une troisième fois avec un rouleau de flanelle pour les rhumatismes à venir. Jamais femme ne mérita mieux son nom, qui était Charité. Tante Charité, comme tout le monde l'appelait. Et telle une sœur de charité, cette charitable tante Charité s'affairait ici et là, prêtant la main, donnant son cœur à tout ce qui promettait un peu plus de sécurité, de confort et de consolation pour tous ceux qui étaient à bord du bateau où se trouvait son bien-aimé frère Bildad, dans lequel bateau elle avait elle-même placé quelques vingtaines de dollars durement économisés. C'était cocasse de voir cette quakeresse au grand cœur monter à bord comme elle le fit le dernier jour, avec une longue louche à huile dans une main et un harpon encore plus long dans l'autre. Peleg et Bildad aussi étaient très affairés. Bildad tenait une interminable liste des objets nécessaires et cochait une marque en regard du nom de chaque objet dès que celui-ci arrivait à bord. À intervalles réguliers, Peleg sortait en courant de son repère en fanon de baleine et hurlait quelque chose aux hommes par les écoutilles ou aux gréeurs perchés à la pointe du mât. Après quoi il rentrait, toujours hurlant, dans son wigwam. Pendant ces journées de préparatifs, nous visitâmes souvent le bateau, Kikeg et moi. Chaque fois que je demandais comment allait le capitaine Achab et quand il l'embarquerait, il m'était répondu qu'il allait de mieux en mieux et qu'on l'attendait à bord d'un moment à l'autre. Pendant ce temps, les 2 capitaines Peleg et Bildad faisaient le nécessaire pour équiper le navire. Si j'avais été tout à fait honnête vis-à-vis de moi-même, j'aurais nettement compris qu'au fond de moi, je n'aimais qu'admis l'idée de partir pour un si long voyage sans avoir une seule fois posé les yeux sur celui qui allait en être le dictateur absolu, dès que nous serions au large. Mais quand un homme soupçonne que quelque chose ne va pas, il arrive très souvent, s'il est déjà pris dans l'engrenage, qu'instinctivement, il cherche à se cacher ses propres inquiétudes. C'était à peu près mon cas. Je n'en disais rien et j'essayais de n'en rien penser. Enfin, on annonça que le bateau partirait certainement dans le courant du lendemain. Aussi, le matin suivant, Kikeg et moi, nous nous mîmes en route de très bonne heure.